Il va voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, et puis il va essayer de l'appliquer. Et c'est ainsi qu'il invente la radio en la mettant à la sauce française, et donc qui est une sauce à la fois de temps en temps normande, de temps en temps bourguignonne, donc quelque chose qui a vraiment du jus, si j'ose dire, de notre culture. C'est une grande vedette d'aujourd'hui, une très grande vedette de demain de la chanson. Une grande vedette qui monte. Du reste, avec un nom pareil, c'est Yves Montand. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien. À l'une à part, je suis quelqu'un. Vive l'une à part, et vive la joie. Let to go. Charles Trenet. C'est la romance de Paris, au coin des rues de Fleury, que tout le monde en a été pris. C'est la romance de Paris. Un jour, j'allais à une soirée chez Le Play, qui était un chansonnier qui recevait dans son cabaret, et c'était très parisien, extrêmement parisien. Et à un moment donné, la salle, le piano commence, et les gens s'arrêtent et arrivent. Une petite bonne femme, souffreteuse, mal habillée, avec un pullover à peu près déchiré. Et à la première note qu'elle a donnée, je la regarde, je dis, mais c'est une future Fréhel. Et Fréhel était la grande chanteuse de l'époque. Et il me dit, alors qu'est-ce que tu en penses? J'écoute, moi personnellement, je ne suis pas tellement qualifié, mais si tu veux venir demain à 7 h au studio Radio Cité, je demande à Khaliti de voir ce qu'on peut faire pour elle. Et le lendemain à 7 h, il est arrivé. En effet, au bout de 3 chansons, le standard téléphonique était bloqué. Tout le monde téléphonait pour savoir qui c'était. La goualante du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on est rien du tout. On est rien du tout. Il vivait au jour le jour, dans la soie et il avait une vraie passion pour tout ce qui pouvait donner de la couleur à la radio, que ce soit le côté musical, les petits jeux. Starac, c'était jamais rien d'autre que le radio-crochet. De nombreux amphilistes curieux ont demandé à voir ce qu'est le crochet radiophonique en usage dans une station privée de la capitale. Voici de quoi satisfaire leur curiosité. De tous les tambours du monde, c'est un petit bravo tout de même, un petit bravo. Quand on conviait M. Schweller, qui était un des grands industriels de l'époque, et qui a été, je peux dire, un de ceux qui nous a donné la première chance, car pour faire le crochet radiophonique, louer une salle comme le Normandie, installer toute la scène, ça coûtait de l'argent. Je me rappelle, je crois qu'on lui a vendu 10 000 francs à l'époque, l'émission d'1 heure pour le crochet radiophonique qu'il avait pris. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous demander, mademoiselle, de nous raconter votre première entrevue seule avec votre fiancé. Alors, la première entrevue, c'était un peu spécial. On s'est donné rendez-vous pour aller à l'église. Et on dit que la France n'est pas un pays sérieux. Merci beaucoup. Voilà, quand petit à petit, on faisait venir les annonceurs, à partir du moment où ils étaient dans une loge du théâtre, que sur scène se développait le programme et qu'ils avaient leur publicité au-dessus de la scène, un orchestre, etc., nous sommes devenus pour eux, évidemment, quelque chose de très important, car ils se sont vus applaudir leurs produits. Pas besoin de faire un dessin pour que l'on comprenne que l'apéritif le plus sain, c'est le claque-sein. Publicis, Régie Prince, Radio Cité et Gaumont. Il est un des actionnaires de Gaumont. Une puissance considérable, un homme extrêmement riche pour l'époque, qui vit au cœur de ce qu'il y a de plus brillant dans la société parisienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit société de spectacle, qu'elle soit médiatique, etc. Il est déjà ce qu'on appelle aujourd'hui un mogul.
media mogul, il était une espèce de Howard Hughes avant l'heure, pilote et aussi un goût assez prononcé pour les jolies femmes. C'est vrai qu'il avait un talent pour convaincre les autres, pour les emmener avec lui dans son aventure, les emporter avec lui. Ça, il avait ce talent formidable. Et qu'il aimait tellement la vie que tout était dans la gaieté, dans l'enthousiasme, dans l'excitation. Il vivait à 100 à l'heure. Pendant le plaisir, les affaires continuent. Le monde artistique et journalistique se précipite aux portes de Radio Cité. La radio est en train de devenir le plus grand music hall du monde. Marcel crée Ciné Radio Cité, un service cinéma qui produit des films d'entracte et les diffuse sur un réseau de 5 salles de cinéma qu'il vient d'acheter. Il crée aussi Régie Presse, puis Cinéma et Publicité, en partenariat avec Havas, et enfin rachète une part importante de Gaumont. Il est au cœur de tous les médias de l'époque. Son réseau publicitaire est complet et Daladier ou Léon Blum viennent parler sur ses antennes et lui demander conseil. Le Front populaire a inventé les loisirs, créant ainsi de nouveaux besoins et donc de nouveaux marchés. La publicité envahit progressivement tous les recoins de la société. Jamais rassasié, Marcel cherche toujours de nouvelles idées. Et il invente, avec la complicité de son ami François-Louis Dreyfus, le premier journal parlé, c'est-à-dire l'information à la radio. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Puisqu'on passe, le son passe de la musique, peut aussi bien informer les gens des nouvelles. J'ai donc fait un accord avec la Transigeant et j'ai demandé qu'on me donne une équipe en disant « Je vous offre le temps nécessaire, mais est-ce que vous pouvez m'organiser qu'il y ait toutes les heures un bulletin d'information ?» Et la Voix de Paris, si vous voulez, a été le premier journal parlé avec des journalistes, avec des reportages, avec des moyens que nous avions qui étaient si minimes, car pour transporter, pour faire un reportage, il fallait remporter un ampli qui pesait 100 à 150 kilos. Nous pouvions enregistrer que sur des disques souples qui s'éraillaient 9 fois sur 10. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes les chefs auditeurs à Barcelonnette et nous allons tout de suite vous donner les péripéties de la course depuis le départ de Digne. Dès le départ de Digne, les coureurs commençaient à prendre un train très tranquille et ils allaient entamer 80 km plus loin le col d'Alos, toujours sous le même signe de la tranquillité. À ce moment-là, nous nous trouvions environ à 1 km du sommet du col d'Alos et Bartali attaquait. Bartali passait le premier au sommet. L'information est maintenant en direct et sur le terrain, là où l'actualité se déroule. Les grands événements, la politique, les humeurs de la foule, jusqu'au jour où un reporter sportif va devenir par hasard le témoin de la grande histoire. Un jour, Viro assurait, en Suisse, je crois, les championnats du monde de ski. Et on lui a téléphoné en lui disant « Quittez les championnats du monde, gagnez l'Autriche, car les Allemands vont entrer dans Vienne d'un jour ou d'une heure à l'autre. » L'autre, qui était un garçon très élégant, portait la petite tyrol de plumet tyrolien, une veste tyrolienne, prend le dernier train qui va pour Vienne. Et au moment de partir, 2 généraux allemands rentrent dans le train, regardent Viro, qui avait son petit plumet sur la tête et habillé à l'autrichienne, le prennent pour un autrichien et dit « Parlons français, ça vaut mieux ». Et se mettent à parler en français, que les Allemands vont arriver, que les troupes sont prêtes et que ça démarre. C'était formidable. Et alors, il fallait naturellement qu'il arrive à Vienne. Il n'avait pas parlé, il arrive à Vienne.
Tout est occupé, les chancelleries, le téléphone, impossible d'avoir le téléphone pour Paris, tout était coupé. Alors, en désespoir de cause, ou une intuition professionnelle, ou un instinct merveilleux, je ne sais quoi, il est entré dans un bistrot. Il y avait une cabine téléphonique au fond. Il a dit, voulez-vous me passer Paris, tel numéro? On lui a dit, bien monsieur, il a attendu 5 minutes, et il a eu Paris. Et il a eu le studio de Radio Cité. Et à ce moment-là, il nous a dit, je suis dans Vienne, je suis dans un café, les Allemands vont entrer d'une minute à l'autre. Oh, attendez, dit-il. Attendez, attendez, je tire le téléphone le plus qu'il peut dehors. Et on entend les Allemands, le bruit des bottes allemandes qui rentraient dans Vienne. Ça y est, l'Anschluss est accompli. Ben, nous étions peut-être 5 dans la cabine. On a senti que quelque chose se passait dans le monde. Nous étions 5 hommes à pleurer d'émotion. C'était fantastique parce qu'on s'est dit, ben voilà, ça commence comme ça. C'était terrible, tu sais. C'est l'été où le monde va basculer. Une partie de l'Europe est déjà en flammes. La France entrera en guerre d'ici quelques semaines. Pour Marcel, un grand tournant s'amorce, et d'abord parce qu'il va s'engager avec la femme de sa vie. Ma mère était une très belle femme, elle était mannequin chez Lelon. Elle était, comment dirais-je, alors vraiment la française de Blois. Voilà, on n'imagine pas 2 personnes aussi antithétiques que mon père et ma mère, aussi différentes. C'est inouï. Elle était dans une famille de la bourgeoisie catholique. Elle était la petite fille d'Édouard Vaillant, ça veut dire aussi quelque chose. Et elle rencontre papa, et je crois qu'ils ont eu une belle histoire d'amour. Voilà, et puis la guerre est arrivée, et ils ont accéléré un mariage, parce qu'on ne savait pas de quoi le lendemain a été fait. La guerre éclate. Marcel est mobilisé le 3 septembre 1939 comme instructeur à l'école de pilotage d'Orly. Il se marie avec Sophie Vaillant le 21 novembre à la mairie du 16e arrondissement. Georges Mandel est son témoin. C'est la drôle de guerre. La censure officielle, sévère et pointilleuse, fait tourner au ralenti la radio. Mais l'activité continue et la publicité de 1939 n'a plus rien à voir avec celle de 1926. Elle est structurée. On fait désormais de vraies campagnes, sophistiquées, et présentant les marques sur tous les médias. Affiches, presse, radio, et maintenant, cinéma. Leur histoire est toute simple. Lui, c'était la distinction faite homme, fin, racé et d'une sobre élégance. Le récit de ses lointains voyages était captivant. Elle, c'était la fraîcheur en robe du soir, la douceur, la tendresse. Il aurait parlé jusqu'au matin, rien que pour attirer le regard de ses yeux bleus. Puis, à plusieurs reprises, et toujours par hasard, on s'était revus. Il aimait la grâce avec laquelle elle portait un strict tailleur matinal, et de son côté, elle n'était pas insensible au regard froid de ses yeux gris. Il l'invita à prendre le thé chez lui. Elle trouva son thé délicieux. Un thé qu'il avait rapporté de Ceylan où se cultive le meilleur thé du monde. Elle lui rendit son invitation. C'était l'épreuve finale. Elle était plus jolie que jamais et préparait le thé comme on doit le préparer. Dans la théière ébouillantée, 1 cuillère par personne. 1, 2 et 1 pour la théière. De l'eau bouillante sur le thé, laissée infuser quelques minutes. Il trouva son thé délicieux. Évidemment, c'était du Lipton. Décidément, elle était parfaite. Il lui demanda une seconde tasse de thé et par la même occasion, sa main. La publicité est le miroir du réel. Comme souvent dans la vie de Marcel, le bonheur et la catastrophe se croisent. Le 16 juin 1940, naît sa première fille, Marie-Françoise. Marcel est à Bordeaux avec son escadrille. Il revient quelques jours à Paris, abandonné aux mains des Allemands. Il voit les chars de la Wehrmacht défiler devant cet arc de triomphe qui deviendra dans quelques années le symbole de sa vie et de sa réussite.
Radio Cité est immédiatement réquisitionnée par les nazis pour y installer la Deutsche Rundfunk. Marcel demande à un collaborateur de représenter les intérêts de Radio Cité dans les contacts avec les Allemands et de le remplacer comme directeur général. L'ordonnance raciale interdit aux Juifs de s'occuper d'affaires de presse, de radio et de cinéma. Il va voir son bureau une dernière fois, boulevard Haussmann. Il sait qu'il va tout perdre et il a cette phrase qui lui ressemble tant. Tout de même, on se sera bien amusé. Marcel a 33 ans. La guerre arrive, il n'hésite pas, il sabote son entreprise, il sabote tout, il ne veut pas être l'otage des Allemands et puis il s'engage résolument dans la résistance. Il rejoint le général de Gaulle et c'est une des choses dont il est très fier puisque c'est un homme qui est profondément attaché à la France, extrêmement fier de son pays et fier de le servir. La France à Londres n'a pas d'armée d'air. Il se débrouille pour rejoindre l'US Air Force et pour être copilote dans un des bombardiers. Il a toujours dit, mais vous savez, le courage, c'est pas autre chose que de faire quelque chose quand on a peur. Et papa racontait qu'il crevait de peur avant une mission, d'être descendu, mais il y allait. Et il a même insisté pour y aller, puisque normalement, il avait dépassé l'âge pour faire ce genre de mission. Pour lui, le moment le plus douloureux, c'est quand il aura à bombarder soit des dépôts de munitions, soit des dépôts de carburant, soit des lignes de chemin de fer au-dessus de la France. Mais il comprend que c'est le prix à payer pour participer à sa libération. Et puis il le fait, et il le fait de plusieurs façons, en bombardant, et puis ensuite en étant l'attaché de presse du général Koenig. Et il l'accompagne dans toute l'aventure de Paris. Marcel Bleustein termine la guerre comme officier de presse. En août 1944, il arrive à Paris le jour de sa libération, chargé de protéger et reconnaître les stations radiophoniques. Pendant ces années de combat, Marcel va créer des relations profondes avec les principales figures de la France libre. De Gaulle, Chaban-Delmas, Raymond Aron, Maurice Schumann, Mendès France. Ces amitiés seront le ciment de sa renaissance. Au cours d'une prise d'armes qui s'est déroulée dans la cour d'honneur des Invalides, le général Cornéglion-Molinier, ministre d'État, a remis à M. Bleustein-Blanchet les insignes d'officier de la Légion d'honneur au titre de la Résistance. C'est d'ailleurs pour leur action dans la lutte clandestine qu'ont été décorés tous les héros de cette journée. Le bonheur et le malheur s'entrechoquent à nouveau. Marcel découvre vite l'étendue du désastre. 2 de ses sœurs et une partie de sa famille ne sont pas revenus des camps d'extermination. En même temps, Sophie a donné naissance à leur 2e fille, Elisabeth. Et très vite viendra la 3e, Michel. Marcel a perdu ses beaux bureaux du boulevard Haussmann. Il emmène Sophie en pèlerinage rue du Faubourg Montmartre, là où l'aventure Publicis a commencé, et il lui dit « J'aurai peut-être la force de recommencer ». La France se reconstruit et un nouveau monde économique voit le jour. En à peine 3 ans, Marcel remet Publicis en marche. Tous les annonceurs d'avant-guerre sont revenus à l'agence et de nouvelles grandes marques arrivent. Veil, Rosy, Cadom-Palmolive ou encore Prénatal, une nouvelle société dans laquelle il investit, flairant les effets du baby-boom. De son côté, Régipresse fait un décollage fracassant en contrôlant la vente des espaces publicitaires dans l'essentiel des journaux et magazines. Marcel a rajouté à Bleustein son nom de guerre, Blanchet. Il installe ses nouveaux bureaux en bas des Champs-Élysées et commence une rapide ascension qui le mènera 10 ans plus tard au pied de l'Arc de Triomphe. Ils sont faits de lait frais, les fromages, ils sont faits de lait frais et de crème d'Isigny. Ils sont toujours bien frais, les fromages, ils sont toujours bien frais, les fromages Chambourcy. Il ne m'a jamais dit que ça avait été épouvantablement dur, difficile. Ça a dû être très difficile, mais lui ne l'a
pas vécu comme ça, ou en tous les cas ne m'a pas transmis ça. Et pour lui, c'était très excitant de tout recommencer. Il avait sauvé sa peau, c'était pas le cas de toute sa famille. Il était je pense, dans un grand état d'enthousiasme, et que le plaisir de reconstruire l'emportait sur tout. Je suis fou de colère, de chocolat colère. Je suis fou de colère, c'est lui que je préfère. On le croque, oh là là, qu'il est doux. Quel bon chocolat qui a du goût. Je suis fou de colère, de chocolat colère. Je suis fou de colère. J'entends son nom partout, j'entends y par là. Quel chocolat! Tout le monde est fou. Quelle joie dans l'air. Tout le monde est fou de colère. Donc il s'est donné à corps perdu sur Publicis et sur Régipresse. Et à un moment donné, il faut bien voir que chez Régipresse, les régies de publicité de la presse étaient plus importantes, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en profitabilité, que le revenu des agences. Marcel mord pleines dents dans les années 50 et affiche avec bonheur tous les signes extérieurs de succès. La vie est désormais rythmée par les anniversaires de ces différentes sociétés ou les galas en tout genre. De tout Paris, les hommes politiques, les journalistes, les stars et les barons des 30 Glorieuses se bousculent à ses fêtes et dans son bureau. Marcel reconstruit ainsi ses formidables réseaux d'amitié et d'influence, se rendant indispensable aux grands patrons comme aux gouvernants. Il contribue à faire entrer la France dans le siècle de la communication. Si le Publicis d'avant la guerre, c'était des clients très français, Brunswick, Scholes, André, le comptoir Cardinet, et puis bien d'autres ensuite. Il recommence au lendemain de la guerre avec de très grandes marques internationales. Une aventure splendide. Un suspense angoissant. Oh, que c'est bête. Des moments d'une rare sauvagerie. Oh, toi, dents blanches. Elle est fraîche. Super dentifrice Colgate. Donc, ce sont des grandes marques américaines, internationales, européennes, qui lui font confiance. Oh, qu'est-ce que vous fichez là? Nous, on fait un film publicitaire pour le Super Colgate phosphaté. Et avec lesquels il rebâtit le Publicis nouveau, avec une exigence encore plus grande, avec une professionnalisation encore plus grande, et avec un succès qui nécessairement est encore beaucoup plus grand. Comme en plus ce succès s'inscrit dans une période où la France progresse, grandit et se développe à un rythme très soutenu,